Madame, Monsieur, bonjour. Heureux de vous accueillir dans ce 14e numéro de LSA Direct. Ce dimanche, nous nous jetons à l'eau. Coupure à des moments critiques comme lors du dernier Aïd, zone d'ombre, zone grise, qu'importe la couleur, zone non encore desservie. Compteur posé pour une visite officielle et enlevé aussitôt la visite et surtout l'illustre visiteur parti, une histoire d'eau algérienne. Et pour en parler, le ministre des Ressources en eau avec nous sur ce plateau. Areski Baraki, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi ne dit-on plus ministère de l'hydraulique? C'est juste une question de changement cosmétique ou alors ça a un sens plus profond? Moi, je pense que ça vient de la refonte institutionnelle qui a été engagée dans les années 2000. Il fallait donner de la valeur à la ressource en eau qui en manquait à cette époque-là. Je pense que c'était ça qui était à l'origine de cette dénomination. Donc c'est un peu plus que du cosmétique. Voilà. La CEAL décapitée, son patron français et une grande partie du staff virés. Que s'est-il passé ce jour-là? Écoutez, CEAL, donc c'est une société par action détenue majoritairement par l'Algérienne des eaux. C'est une société à 100% algérienne et publique. Donc elle détenait un contrat de management avec Suez, France, qui devait apporter de la technologie, de la maîtrise et de la gestion et du management pour la gestion d'une grande ville comme Alger. Donc on était au bout du troisième contrat, depuis 2006, qu'ils ont pris en charge Alger, et on s'est aperçu que pendant l'été et pendant l'Aïd, il y avait une mauvaise gestion. Donc on a dépêché des inspecteurs qui ont fait un travail de terrain et s'est aperçu qu'il y a eu une défaillance caractérisée, pour ne pas dire volontaire. Donc on a pris des décisions. Vous le dites ou vous ne le dites pas? Je ne le dis pas parce que je ne peux pas rentrer dans les intentions des gens, mais le constat il est là. Il y avait de la mauvaise gestion. Il y avait des réservoirs qui n'ont pas été remplis. Il y avait des quartiers qui avaient de l'eau régulièrement. Du jour au lendemain, se sont retrouvés sans eau. Il y avait du mensonge dans les informations communiquées. Il y avait donc beaucoup de faits qui... C'est ce que le président de la République avait dit, des actes de malveillance. Pas uniquement à Alger, les actes de malveillance, on les a constatés un peu partout sur le territoire national. Et l'enquête est toujours en cours, donc on va essayer de définir les responsabilités. Mais pour Alger, c'était ça, le constat était flagrant. Donc il y avait de la mauvaise gestion caractérisée, on a pris les mesures qui s'imposent. Bon, avec les Français, on continue ou on arrête? Maintenant, le contrat expire en août 2021. Je pense que les élites... On a encore une année. On a encore une année. Je pense que c'est les élites, c'est une solution qui ne serait pas avantageuse pour la partie algérienne. Par contre, j'ai reçu le directeur général Félix Suez. On s'est mis d'accord de revoir ce qui reste du contrat pour apporter un changement radical pour y mettre à profit cette période-là pour sécuriser définitivement l'alimentation potable du Grand Alger. Donc sur l'année qui reste, on va revoir quand même les modalités. On a commencé à revoir. Il y a une feuille de route qui a été arrêtée. On va travailler dans le cadre de ce partenariat, mais il y aura beaucoup de changements en matière de gestion contractuelle. En gros, les changements notables. La première des choses, c'est le transfert technologique. Donc on s'est aperçu qu'il n'y a pas eu de transfert effectif. Donc on va travailler sur cet aspect-là. La deuxième des choses, on n'a pas un schéma ou un plan pour sécuriser définitivement l'alimentation potable du Grand Alger, en particulier pour les horizons plus éloignés, 2030-2050. Il y a aussi l'assainissement, il y a un retard sur Alger. Donc tous ces aspects-là, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas assez de temps, sont pris en charge la feuille de route. Mais quand il s'agit de détails importants, je vous accorde ce temps, monsieur le ministre. Non, d'accord. Moi, la priorité, c'est de sécuriser l'alimentation en eau potable du H24 pour le Grand Alger et de réduire les consommations. Parce qu'on consomme 1 300 000 pour un besoin de 800 000 m3. Donc il y a trop de déperdition et trop de pertes. Ça aussi, c'est une priorité pour laquelle Suez doit apporter sa technicité et son expertise pour d'ici août 2021. On revient à des taux raisonnables. Bon, j'affine ma question. Donc, chamboulement du staff dirigeant de la CEAL, chamboulement aussi au niveau local, vous l'avez signalé un instant, dans les directions régionales, c'est le grand ménage. Alors, c'est quoi l'objectif derrière cette purge? Une révolution, voire une nouvelle politique de l'eau? En clair, quelle est votre feuille de route? Écoutez, depuis mon installation à la tête de ce secteur, donc on a mis en place un processus d'évaluation des cadres, donc sur la base d'indicateurs de performance, sur la base d'objectifs assignés pour chaque cadre à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Et l'évaluation a débuté depuis le mois de février, et juste avant de passer à l'action, donc on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de cadres
Soit c'est de la mauvaise gestion, soit il y a du laxisme, soit des cadres qui ont bloqué tout un programme de développement. Je vous donne des exemples au niveau Vous dites bien bloqué. Bloqué. Sciemment. Sciemment ou pas sciemment, mais il y avait ce blocage-là. Il y a des projets qui sont inscrits depuis 2012 qui n'ont pas encore connu un début d'exécution. Donc comment vous pouvez interpréter une telle situation? Au moment où des populations sont dans la souffrance et n'arrivent pas à avoir de l'eau régulièrement, il y a des cadres pour lesquels des enquêtes ont révélé le manque de probité. Donc il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont fait l'objet d'une évaluation très pointue et sur des faits et sur un jugement de performance. Voilà. D'accord. Nous sommes un pays à difficulté hydrique. C'est ce que vous avez déclaré dès votre prise de fonction. Je vous avoue que moi, ça ne me parle pas beaucoup, cette formule. C'est quoi un pays à difficulté hydrique? Je vais vous donner un premier indicateur. Vous savez, au niveau de l'ONU, ils ont défini le seuil de rareté de la ressource, c'est d'avoir un minimum de 1000 mètres cubes par an par citoyen. En Algérie, on est à 430 mètres cubes. Donc on est à la moitié du seuil, moins de la moitié. La deuxième des choses, on a des ressources limitées. Elles sont vulnérables puisqu'elles sont impactées directement par les changements climatiques. On a un potentiel d'environ 18 milliards de mètres cubes. Il est là, il ne peut pas être augmenté. Par contre, en face, on a une population qui augmente d'une manière un peu exponentielle. On enregistre environ 1 million de naissances par an. D'ici 2050, on va passer à 50 millions d'habitants, alors que les 18 milliards vont rester. Oui, non, excusez-moi, c'est justement là le nœud gordien de l'affaire. En gros, et pour faire court, 58 ans après l'indépendance, il y a encore des foyers algériens privés d'eau. Tout à fait, parce que pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est ce manque structurel en matière de ressources en eau. C'est pour ça qu'on a établi une nouvelle stratégie. Donc on s'est basé sur les anciens politiques, on les a évalués et on a mis en place une nouvelle stratégie selon un nouveau paradigme qui prend en charge essentiellement les effets du changement climatique qui sont à l'origine de ces bouleversements et ce manque d'eau. Donc c'est pour ça que notre stratégie est focalisée sur le dessalement comme une ressource pérenne. Nous y reviendrons sur la question du dessalement. Il y a aussi l'épuration, les eaux épurées, qui constituent aussi un potentiel très important, en particulier pour les hauts plateaux de l'intérieur du pays. Mais il y a aussi les eaux fossiles, les eaux de l'Albien, un potentiel énorme qui a été très mal valorisé et qui peut constituer une solution pour toute cette problématique. Si je vous demande des chiffres, vous en avez déjà donné depuis tout à l'heure, vous allez sûrement m'en fournir et m'en fournir beaucoup. Des objectifs aussi, vous avez commencé à les aborder. Mais Elsri Brari, est-ce que l'objectif premier de tout ministre de l'eau et de tout gouvernement au demeurant, pas simplement le ministre, mais l'équipe gouvernementale, ce n'est pas plutôt de se donner une sorte de cap unique, un cap unique des robinets qui coulent dans chaque maison? Et ça, concrètement, c'est pour quand? Alors, nos objectifs sont très ambitieux, mais aussi sont très raisonnables. Le premier objectif, c'est de garantir une distribution quotidienne à tous les Algériens, au moins ça. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que vous savez qu'on a connu un grand retard avec cette pandémie du Covid. Il y avait 1000 et quelques projets qui étaient à l'arrêt pendant une période d'environ 5 mois. Ça a impacté directement l'atteinte des objectifs qu'on s'est assignés. Actuellement, nous avons 711 projets au niveau local. Nous avons 10 projets structurants. Nous avons presque 11 000 petits projets pour les zones d'ombre. Tout ça avec un objectif d'améliorer la grande partie des communes d'ici la fin de l'année et le reste, ça sera pendant le premier trimestre 2021. Ça sera une amélioration pour apporter toutes les communes déficitaires à une distribution quotidienne. Mais ce n'est pas un objectif important en soi parce qu'il faut continuer l'action, il faut sécuriser cette... assurer la pérennité du réseau. Parce que faire un forage, donner de l'eau, mais il faut s'assurer que l'eau soit disponible d'une manière pérenne. On travaille sur cet aspect-là, c'est là où on intègre des ressources non conventionnelles pour apporter une deuxième solution. Il faut savoir aussi que le plus gros consommateur, c'est l'agriculture. On produit annuellement 3,6 milliards de mètres cubes pour l'alimentation en eau potable, mais on consomme 6,8 milliards de mètres cubes pour l'irrigation des terres. Donc, et avec cette nouvelle politique, cette volonté du président de la République de développer davantage et d'une manière exponentielle le secteur de l'agriculture, donc le besoin, donc automatiquement, il doit augmenter sur la même tendance. Donc on doit apporter des solutions et c'est pour cette raison qu'on a
Quand c'est reconverti ou on s'est retourné vers les ressources non conventionnelles, c'est une solution pérenne et elle est à portée de main. Votre collègue de l'énergie, reçu ici même à votre place, avait déclaré, je le cite, « Sonatrach doit revenir à ses vrais métiers », ajoutant qu'il n'était pas normal que Sonatrach gère des unités de dessalement de l'eau ou achète et vende de l'eau. Il y a du délestage dans l'air à travers ces propos. Ce sont des missions qui vont vous revenir de fait et encore plus concrètement, est-ce la fin, par exemple, des sociétés mixtes qui vous lient à l'énergie? C'est une solution décidée conjointement. Donc le dessalement, ça a apporté une solution en particulier pour les localités du littoral. Seulement, le montage contractuel était très mal adapté parce qu'au départ, il fallait associer Sonatrach comme une garantie financière de l'aboutissement de ces projets, mais on s'est aperçu qu'il y a trop d'intervenants, ce qui est à l'origine de la dissolution des responsabilités. Alors qu'on est les plus concernés. Le gros pourvoyeur, j'allais dire financier, c'est Sonatrach qui dit « moi, je ne vais plus continuer à le faire ». Non, mais Sonatrach, en fin de compte, il est remboursé par le Trésor public. C'est le Trésor public qui prend en charge le différentiel entre le coût de production et le coût de vente. Donc on s'est mis d'accord de revoir tout ce montage-là contractuel et de simplifier les choses. Il faut que le secteur reprenne cette mission-là de dessalement. Votre secteur. Voilà, notre secteur. Mais ça fera en deux phases. La première phase transitoire, donc on va être intégré dans ces sociétés de gestion comme partenaire, avec un objectif de devenir dans le futur l'unique partenaire. Donc Sonatrach va se retirer d'une manière progressive parce qu'elle a des responsabilités actuellement vis-à-vis des contrats qu'elle a engagés. Mais l'objectif, c'est qu'à court terme, à moyen terme, donc ce sera le secteur des ressources humaines au travail de nouvelles sociétés de gestion qui sera l'unique gestionnaire. L'unité de dessalement revient aux gens du métier. Voilà. Je reste sur le dessalement, si vous permettez. Combien d'unités de dessalement en activité actuellement? Quand je dis en activité, il faut bien me comprendre, c'est-à-dire totalement opérationnelle. Il y a eu 11 grandes unités qui ont été réalisées. Il y a une seule qui est à l'arrêt depuis le mois d'octobre 2019. Laquelle? Sur Tlata, la station de dessalement sur Tlata pour une capacité de 200 000 m3. Il y a une défaillance caractérisée de la société du projet. On est en train de rechercher une solution avec le ministère de l'Énergie pour reprendre cette station. Les 11 autres stations, donc, ils fournissent avec quelques fluctuations les volumes pour lesquels elles étaient dimensionnées. Donc sur Tlata, c'est la même société qui a réalisé le Makta au niveau d'Oran. C'est la station la plus importante. Elle fait 500 000 m3 de capacité. On a les mêmes problèmes. On n'allait pas avoir les quantités contractuelles. Avec la même société. Avec la même société. Et on est en train de travailler avec l'énergie pour reprendre ces stations-là. C'est quelle société? Rafraîchissez-moi la mémoire. Donc c'est une société singapourienne. D'accord. Voilà, Elflux. Je pense que j'ai bien prononcé le mot. Elle est très défaillante, d'autant plus qu'elle a ramené une technologie de dessalement propre à la société. Mais les travaux de la commission interministérielle avancent très très bien et les solutions sont définies. On s'achemine donc vers une disparition de cette une prise en main de ces stations. Je précise ma question. Globalement, le parc national d'unités de dessalement est-il à jour technologiquement? Je parle de toutes les unités. Certains évoque des formes d'obsolescence technologique dans certaines installations. Est-ce que c'est fondé ou c'est de l'ordre de la fabulation? Non, c'est de la fabulation. Moi, je ne partage pas cet avis. Au contraire, la solution, c'est le process qui a été choisi, c'est l'osmose inverse, c'est le process le plus répandu et le plus adapté. Au contraire, certaines stations, on est en train même d'essayer de faire de l'efficacité énergétique pour réduire les consommations de l'énergie et par conséquent réduire le coût de production. Moi, je pense que c'est vrai que la technologie a avancé, mais ces stations-là sont conçues selon des technologies très acceptables. On travaille actuellement pour qu'il y ait de l'intégration nationale. C'est ça notre objectif, c'est que pour les futures stations, parce que c'est la solution la plus... on n'a pas d'autre choix. Les prochaines stations de dessalement, on essaiera de faire de l'intégration du produit national et de maîtriser cette technologie. Elle n'est pas très sophistiquée, elle est à notre portée puisqu'on construit des stations de minéralisation selon le même process avec des nationaux et ça donne de très bons résultats. Donc on travaille avec le ministère de l'Énergie, l'université pour les futures stations, que ce soit des stations avec une intégration très importante en matière de produits nationaux. Au niveau des coûts,
Vous avez abordé la question des coûts de fabrication et de production. Le coût qui m'intéresse, c'est celui du consommateur. J'ai reçu, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai reçu le ministre de l'Énergie et visiblement, il est allergique à tout ce qui est augmentation. Ce sont des directives. On ne touche pas à la facture du consommateur basique, du ménage. Par exemple, la facture de Sonelgaz, il n'est pas question qu'elle augmente. On n'a pas envie peut-être que ça crée des remous. Est-ce que vous êtes à peu près dans la même situation par rapport au coût ménage? On est dans la même situation, mais on n'a pas les mêmes raisons peut-être. Ah, donnez-moi les vôtres de raisons. Les nôtres, c'est que du moment qu'on n'arrive pas à assurer un service de qualité, comment peut-on demander une augmentation des tarifs? C'est insensé. Donc c'est pour ça qu'on a placé les priorités. La priorité 1, c'est d'améliorer le service de l'eau et d'assurer une distribution régulière et la satisfaction des consommateurs. En deuxième étape, certainement, on doit passer à une augmentation, mais ce ne sera pas dans les médias. Parce qu'actuellement, l'eau est revendue à une moyenne de 12 dinars le mètre cube, alors qu'elle est produite, le coût de revient, à 54 dinars. Vous voyez le différentiel. Et c'est pour ça que les entreprises de distribution sont dans des situations financières très, très compliquées. Par contre, on commence à travailler sur le... Alors, l'eau à consommation humaine, elle sera toujours administrée, le tarif sera administré, on poursuit les subventions. Mais l'eau destinée à l'industrie, destinée aux autres usages, c'est un produit économique. Donc on est en train de revoir les systèmes tarifaires pour que ça soit facturé au prix de revient et que les industriels tiennent compte de cette donnée, ils l'intègrent dans les business plans, dans les calculs de prix de leurs produits. Voilà. L'eau est un droit. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Universel. En même temps, nous avons un rapport assez tendre avec notre robinet, un rapport presque amoureux avec le robinet. Il ne s'agit pas de culpabiliser le consommateur et le citoyen de manière générale, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail à faire? Allez, comme ça, une idée en l'air, une sorte de collaboration avec, entre votre secteur et le ministère de l'Éducation sur des questions d'inciter les enfants à avoir un rapport différent à la consommation de l'eau. Ailleurs, ça se fait. On apprend aux enfants dès leur jeune âge que le geste d'ouvrir un robinet et de le fermer a un coût. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ça fait partie des carences dans la prise en charge de l'eau, d'une manière générale. C'est ce manque de culture autour de l'eau. On n'arrive pas à inculquer à nos enfants cette notion que l'eau, même s'il n'a pas de prix, il a une grande valeur. Et que la goutte qu'on a aujourd'hui, on risque de ne pas l'avoir demain. Donc ce travail est très important. Donc on s'est rapproché déjà avec le ministère de l'Éducation, on en a parlé. Mais il faut que ça soit du continu. Il faut qu'on commence par les petits-enfants, par le primaire, pour que les futures générations, on les prépare pour qu'ils prennent en charge, d'autant plus que tous les experts, y compris en particulier ceux qui ont travaillé sur le changement climatique, s'accordent, c'est un consensus, qu'on va vivre des situations très compliquées dans le futur. Il y aura un manque d'eau caractérisé dans les prochaines années, en particulier pour un pays comme le nôtre qui est situé dans la région la plus... on est classé 29e pays le plus chaud à l'échelle de la planète. Et on sera très impacté par les changements climatiques. Donc on doit dès maintenant préparer nos enfants sur cette voie-là de l'éducation pédagogique. Je vais rajouter quelque chose. Il y a eu des expériences comme celle de l'Afrique du Sud, en Cape Town, où ils avaient pas une pénurie, il n'y avait plus d'eau. Donc ils avaient arrêté un programme pour atteindre le D0, le jour où il n'y aura plus d'eau au niveau de cette ville. Vous voyez, donc ça nous renseigne qu'on risque de connaître les mêmes situations. Donc, ce ne sont plus des projections, c'est une réalité qui est déjà vécue dans des zones de notre continent. Nous arrivons à la fin de notre émission et puis vous avez bien embrayé justement sur ma dernière question. Le professeur Chitour, ministre de la Transition énergétique, nous recevons beaucoup de monde. Il était là donc dimanche dernier, nous le recevions, avait clairement évoqué ses craintes par rapport au gaz de schiste, notamment sur les nappes phréatiques. Dès qu'on dit nappe phréatique, là, ça vous interpelle. Normalement, vos sens sont aussitôt en éveil. C'est l'eau. Et ça concerne votre secteur directement. Vous avez les mêmes craintes? Pour rassurer nos auditeurs, le gouvernement, il va tout faire pour protéger la ressource en eau. C'est une priorité. On sait que les technologies évoluent. Maintenant,
On va voir qu'est-ce qui va se faire au niveau du gaz de schiste, quelles sont les volontés du ministère de l'Énergie. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un effort important pour protéger les ressources souterraines. D'autant plus qu'on en a besoin pour développer l'agriculture au niveau du Sud. Pour tout ce programme-là très ambitieux, l'eau est un élément très important, donc on fera tout pour le protéger. Ce sera le mot de la fin. Aris Ribalakhi, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de LSA Direct, l'émission d'actualité du soir d'Algérie. Je rappelle que vous êtes ministre des Ressources en eau. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, amis téléspectatrices et amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine. LSA Direct, l'émission d'actu du soir, c'est tous les dimanches et c'est à 10h. Et si c'est avec les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale, c'est encore mieux.